C'est dur à mettre des mots. Toi, t'en as pensé quoi? Vas-y, aide-moi, parce que t'as tout vécu avec moi. Moi, je dirais que j'ai vu des trucs que j'aurais jamais vus autrement qu'en venant là. Oui, ça se fait bien dire. Que des scientifiques. On est sur le chemin du retour vers Marseille de notre première série d'étapes de nos 1000 bandes dans une Europe en berne qui nous a conduits à travers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur entre Marseille et Nice. Notre objectif était simple, c'était de mettre à profit ce qu'on appelle la semaine verte dans le jargon du Parlement européen, qui est une semaine où les parlementaires européens sont censés être en circonscription. Pour être honnête, beaucoup d'entre eux prennent des vacances. Nous, on a fait le choix de sortir de la tour d'ivoire du Parlement européen à Bruxelles et à Strasbourg et d'aller à la rencontre des gens, des citoyens, ceux qui sur le terrain portent une alternative écologique, sociale, démocratique, ceux aussi qui se battent parfois dans des conditions difficiles et en particulier dans une région ici, le sud-est de la France, où on sait que l'extrême droite est extrêmement présente. Ça a été dur pour nos mollets, mais ça a été aussi dur pour l'esprit, dur pour en termes d'émotion, au vu des rencontres que l'on a faites cette semaine. Ok, c'est parti. Ouais. Ah, attends, oh, je suis mal installée. En agriculture, par exemple, à l'installation, vous êtes contrôlé du début à la fin. Il faut entrer dans des critères bien précis, toujours pof, pof, pof. Si vous êtes un peu à droite ou un peu à gauche, ça passe pas. Donc en fait, ce que je trouve un peu des fois dur, quoi, parce que quelqu'un qui décide, quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole et puis qui monte un projet et qui s'installe, on lui donne une aide à la création d'entreprise, ça s'appelle la DJA, dotation jeune agriculteur, mais les conditions pour avoir cette toute petite aide, bon après cette aide, moi j'ai touché cette DGA il y a 16 ans, à l'époque c'était 16 000 €, même pas le prix d'une voiture, quoi. Donc si vous voulez, dans l'absolu c'était bien intéressant, mais dans la réalité, si après 3 ans vous n'avez pas atteint les objectifs de rentabilité que vous aviez dit, on ne vous donne pas la suite, quoi. Donc chaque fois qu'il y a une aide possible, il faut qu'il y ait un contrôle très strict, un peu, et c'est décevant, quoi, parce que rien que le fait de se mesurer à la climato aujourd'hui, on devrait d'entrée nous donner un tout petit peu d'argent ou nous donner des facilités à l'accès à la terre ou n'importe quoi. Et là, c'est tellement compliqué. Alors, principalement, elles aident la grosse agriculture. Les aident pas qu'elles sont en train de détruire l'agriculture en Roumanie, par exemple. J'ai des Roumains qui sont venus ici cet été, ils m'ont dit c'est une catastrophe. Toutes les petites fermes sont phagocytées par les grosses grâce aux aides européennes. Ce qui se passe un peu dans le donc on fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Alors oui, moi je suis d'accord qu'il y a des subventions parce que les gens ne peuvent pas se payer 1 kilo de légumes à 12 €. Alors qu'il en vaut 2,50, 3 actuellement. Mais il faut que ce soit cohérent. On a aussi beaucoup discuté avec eux de l'utilisation des pesticides qui fait évidemment l'actualité, mais parce qu'en fait, ils nous ont aidés à décortiquer la stratégie d'enfumage littéralement du gouvernement qui crée un débat autour du nombre de mètres pour la création de zones de non-traitement. En gros, à combien de mètres il faut séparer une exploitation agricole qui utilise des pesticides du reste de la vie agricole et des gens. Mais eux disaient très bien 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres, 50 mètres. Mais c'est pas là la question. La question, c'est comment on sort de l'utilisation des pesticides et comment on accompagne les agriculteurs. Puis tout d'un coup, il y a 3 semaines, ils reviennent. Ouais, on a manifesté contre ces paysans qui veulent pas les zones de non-traitement. Et en fait, à cause de ça, ils nous ont fait un emberlificotage où tout est mélangé et tout est confondu. On ne sait plus ce que c'est qu'un
produit de traitement, un pesticide pas dangereux, un pesticide dangereux. On ne sait plus sur les produits de traitement, sur les zones de non-traitement, sur chaque produit de traitement, mais même le plus bio qui existe, s'il a une autorisation de mise en marché sur le bidon, il a déjà les 5 mètres, etc. Tu vois. Et ça m'a choqué de voir à quelle dose les consommateurs, maintenant, ils sont tout embrouillés, quoi. Ils savent parce que pour toi, le débat, si on s'en fout, si c'est 5 mètres, 10 mètres, 50 mètres, c'est pas ça le débat, quoi. Non, le débat, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser des produits dangereux, quoi. Tout pour que tout le monde s'engueule, quoi. Bah, c'est la FNUACA qui a la manœuvre derrière aussi. Non, mais à la base, c'est le gouvernement qui a demandé ces chartes. C'est dans la loi de sortie des pesticides, ils ont demandé... Au lieu de sortir des pesticides... Parce qu'ils n'ont pas les couilles de le faire. Ils n'ont pas les couilles de le faire. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et ben du coup, ils ont mis ces... Et puis surtout, c'est sortir des pesticides, c'est un programme politique gouvernemental. Les chartes de bon voisinage, elles sont à la responsabilité de la commune, du département, etc. Donc ça veut dire qu'on doit s'entendre sur le territoire pour faire une charte pour chaque filière, pour chaque produit, pour chaque manière. On va s'entretuer, quoi. Donc ces chartes de bon voisinage, c'est de l'enfumage grave. Faisons des conférences où on raconte la vie de nos maraîchers qui nous nourrissent. Essayons de faire rencontrer les gens pour savoir comment ça se passe, mais arrêtons de mettre des groupes les uns contre les autres. C'est la guerre, ça tout. Ouais, on arrive ponctuellement à avoir des terrains d'entente avec les autres syndicats, mais là, c'est juste fini. Tout le monde s'engueule, quoi. Et voilà, tout ce qu'on a gagné. Alors qu'il suffit de faire respecter la sortie des pesticides, quoi. On a bien réussi à nous faire y entrer là-dedans, hein. Et il faut quand même faire une différence entre les produits chimiques dangereux et les produits naturels moins dangereux. Quand on fait une zone de non-traitement, c'est tout. Que vous soyez en bio, en pas bio, l'argile calcinée qui est un produit maintenant homologué en produit de traitement, ça va entrer dans le même truc, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment de l'enfumage et je le vois. Calle de tempo padura, segui che tomba, 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 ben clignada es de già. Si tu la tires fuori da qui, e io la tires fuori da là. Segui che tomba, 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 se ne imporre del ciurà. Pas même fa prunde tara, che se scarugna l'ima. Dès que la force m'oblida, tourne à me dire ton corps, est bien sûr qu'elle scourida, pas même si c'est pesant. Dès que la force m'oblida, tourne à me dire ton corps, si tirento ti va tomba, gaire de tempo pas dura. Segui che tomba, 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 ben clignada es de già. Et donc du coup on s'empoigne si c'est 5 mètres, 10 mètres ou 50 mètres. Alors que ça c'est sur chaque bidon phyto. Ouais. Sur chaque bidon que vous avez, c'est marqué. C'est marqué. Un produit dangereux, c'est déjà 15 mètres. Un produit encore plus dangereux, c'est 100 mètres. C'est marqué sur le mode d'emploi, quoi. Sur le truc d'homologation, on a le truc... je trouve ça... Alors après, du coup, les consommateurs, ils se sentent attaqués parce que c'est légitime. Pour moi, qui suis autant consommatrice que paysanne, c'est légitime de savoir ce qu'il y a ou ce qui se passe, ce qu'il y a dans mon assiette et puis ce qui se passe dans mon environnement. Et je trouve ça vraiment légitime. Mais ce qui va se passer, c'est que le gouvernement, en plus, propose, je sais pas, 100 mètres. Et à la fin, ils lâchent en disant on fait 50 mètres. Et comme ça, ils ont l'impression d'avoir fait une concession vis-à-vis de l'enfumage. C'est des histoires de cours de récréation. Mais c'est hyper habile. C'est par moi, et puis tu tournes au coin, et puis voilà. Mais c'est très grave. Plutôt d'accompagner les agriculteurs vers la sortie. Après, chimique, en fait, c'est pas une mince affaire, hein, sortir des pesticides.
pour nous qui sommes en légumes ou les vitis qui sont autour, c'est une chose qui est relativement facile. Mais quand vous allez dans des productions plus grandes qui sont sur des circuits longs, je veux dire que pour que votre courgette, même en bio, hein, pour que votre courgette, entre le moment de la récolte et le moment où on la bouffe, il se passe plus que 10 jours, pour qu'elle tienne ces 10 jours, il faut qu'elle soit nickel. Pour qu'elle soit nickel, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'elle ait cette piqûre d'insectes, il faut pas... Et ça occasionne, après ça c'est encore les fruits et légumes, mais sur les céréales. Ça veut dire que les céréales dans le silo doivent tenir le coup 6 mois, 9 mois, 12 mois pour être vendues. Mais comment ils vont faire? Je veux dire, on a inventé un système agricole qui a besoin de ces saloperies. Donc pour sortir des pesticides, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément interdire le pesticide, mais il faut réinventer un autre monde, des autres filières, des autres moyens de consommer. Et on en revient toujours à la même histoire locale, ici et maintenant. Mais même sur de la céréale, même sur de la farine, même sur du maïs, même sur des denrées qui sont amenées à être consommées, stockées un temps certain. C'est toute une affaire, le stockage. Le stockage de la céréale ne se fait pas comme ça, quoi. Et si on veut sortir des pesticides, ça veut dire qu'il faut aider. Ils nous ont bien aidés à entrer dans les pesticides. Ils ont mis un pognon phénoménal pendant 60 ans pour faire marcher ce système-là. Mais mettez le même pognon aujourd'hui pour en sortir et donner des garanties aux paysans. Parce que s'il rate son truc, hein, s'il ne fait pas le traitement tout bien comme il faut, comme il avait l'habitude de le faire pendant 20 ans, 35 ans, s'il prend le risque de faire ça et qu'il se rate et qu'il perd tout, comment il fait pour passer à la saison suivante? Il faut comprendre ce milieu-là. Et aujourd'hui, avec ces zones, ces zones NT, ça fait ça. Voilà. On commençait un petit peu à réussir, à faire la campagne La Ville, à avoir certaines connivence ou certaines ententes ou compréhension. Ben non, maintenant voilà, c'est la guerre. C'est la guerre. Et ben maintenant, quand je vais débroussailler sous mes clôtures électriques à 5 h du matin, ben ils appelleront les flics parce que je mets trop de bruit. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Vivre au quotidien, à côté des villes en été paysan, c'est de ça qu'on parle. Ça veut dire que le matin, que cet été il faisait 46 à l'ombre, je sortais avec mon tracteur à l'aube, et puis que je vais griffer mes pommiers à côté du lotissement, eh ben non. C'est de ça qu'on parle, des chartes de bon voisinage. Au lieu de dire, ben regardez, messieurs les riverains, oui, il fait très chaud, vous avez la clème, et ben moi, je vais griffer mes pommiers au lieu de mettre du glyphosate. Voilà, c'est de ça qu'on devrait parler. Et pas de zone NT et de mettre les groupes les uns contre les autres. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais aller boire une bière. Non, c'est passionnant. Les oignons, les courges, on les a ramassés un peu en amont. Et là, ils se conservent facilement, donc ils sont stockés là et puis redistribués un petit peu à chaque semaine. Putain, ouais. Choisissez-en une. Si, une super bonne. Regarde, viens voir Manon. C'est très chronophage l'herbe. Alors on essaie d'enlever ces zones où il y a quelques cultures où si on n'enlève pas l'herbe on n'a absolument rien. Tu la prends comme ça. Mais là elle est... Ah mais elle est directement parce qu'elle est super mouillée là. Ouais. Regarde si je la prends comme ça. J'ai un malax. Ouais. Fais des tomates avec. Tu as des habits blancs, elle te marque. Parce qu'elle est très argileuse. J'aimerais juste te donner une chose. Vas-y. Une ta main. Celle-là, elle marque. Elle marque à vie. Comme sur un habit blanc. Alors je te fais cette marque dans la main pour que tu la gardes profondément dans ton esprit quand tu seras au Parlement européen. Très bien, je peux la ramener directement à Bruxelles et à Strasbourg. Tu gardes ça. D'accord, c'est promis. Et qu'elle te protège. C'est promis. Qu'elle te protège contre les conneries. C'est promis. Promis. Surtout qu'elle dise beaucoup de choses. Oh ma fille. Merci beaucoup.
Pierre-François, Isabelle et à tous les agriculteurs qui défendent ce modèle agricole. Je vous promets que cette mode de terre, on va la ramener ensemble à Bruxelles. On l'a mise ici dans la sacoche. Et on va rappeler à tous ceux qui font la politique agricole européenne que ça peut être un outil de la transition écologique et qu'en plus on peut nourrir sainement toutes les générations à venir et qu'on va continuer à se battre pour vous. Segui che tomba, 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 ben clignada es de già. Si tu la tires fuori da qui, e io la tires fuori da là. Segui che tomba, 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 se ne imporre del ciudad. Pa men fa punde tara, che se scarugna l'ima, dès que la forza m'oblida. Tourne à me dire ton corps. 5 et 2 degrés, et donc il fallait vraiment essayer de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Bon, j'ai travaillé sur les écosystèmes terrestres là-dedans et on a montré toutes les différences au niveau de la biodiversité. Il y a l'agriculture, les forêts, etc. Il y a plein de secteurs où il y a vraiment des gros problèmes qui commencent vraiment à partir de 2 degrés. Et alors, le GIEC, qui produit un rapport, enfin 3 rapports en fait tous les 6-7 ans, le 5e rapport est sorti en 2013-2014, et le prochain, le 6e, ce sera en 2021-22, je crois. Jusque-là, il y avait une particularité, c'est que la Méditerranée n'était pas traitée de manière... Quand je dis la Méditerranée, c'est la région méditerranéenne. Elle n'était pas traitée de manière... comme une région, quoi. Alors, en gros, il y avait l'Europe du Sud, la partie méditerranéenne de l'Europe, qui était traitée sur le continent européen, l'Afrique du Nord sur le continent africain, et puis le Proche-Orient sur le continent asiatique. Et tous les échanges qui existent entre les différentes parties de la Méditerranée, que ce soit des échanges culturels ou bien des échanges de pollution, des échanges de sciences aussi, etc., tout ça ne sont pas pris en compte. Donc, on a proposé, c'était l'année de la COP 21, lors d'un événement qui avait été organisé à Marseille, qui s'est appelé la MEDCOP, qui était, j'essayais de faire quelque chose qui ressemble à une COP, mais pour la Méditerranée. Et donc, on a proposé de faire un rapport sur la Méditerranée. Et on a rassemblé pas loin, actuellement, le réseau fait 600 scientifiques de tout le pourtour de la Méditerranée. Et on a entrepris d'écrire le premier rapport qui sortira l'année prochaine. Et ce rapport est écrit par à peu près 90 chercheurs. Et du coup, quels sont les principaux, les principaux clés? Bon, alors le premier, qui est souvent mal interprété, c'est que la région méditerranéenne se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde. En gros, actuellement, j'ai parlé du 1,5, on devrait être à 1,5 degré de réchauffement vers 2040 au niveau global, et actuellement on est à 1 degré de réchauffement. Et en Méditerranée, on est déjà à 1,5. Donc, et on voit que les deux courbes, la courbe mondiale et la courbe méditerranéenne, commencent à se déconnecter il y a à peu près 30 ans, quoi. Donc il y a une accélération du réchauffement. Mais dans le rapport des terres émergées là, que vous avez lu, eh bien, il y a aussi une courbe sur l'ensemble des continents par rapport au global. Et c'est pareil, en fait, tous les continents se réchauffent plus vite que le global parce que l'océan tamponne le réchauffement, il y a une grosse inertie. Donc ça, c'était le premier truc. Alors, il y a... ce qui est vraiment fondamental pour la Méditerranée, c'est l'eau. Donc là, il y a des grosses pénuries d'eau en prévision parce que on a beaucoup d'incertitudes sur les prévisions de précipitations. Ça, c'est très difficile à dire, mais on sait quand même que celles d'été vont devenir plus faibles, nettement plus faibles. Et comme en même temps, on a il fait plus chaud, plus d'évaporation, et finalement, les ressources en eau vont quand même être diminuées assez fortement.
à un moment où on aura besoin de plus en plus d'eau, puisque l'agriculture a besoin de plus en plus d'irrigation, et pour ça a besoin d'eau. Donc il y a déjà de toute façon, mais ça va s'amplifier, un conflit d'usage entre les particuliers, les agriculteurs, refroidir les centrales nucléaires aussi. Enfin, il y a plein d'usages de l'eau qui sont en conflit. Alors, le tourisme, évidemment. Alors, le niveau de la mer, c'est un problème particulier en Méditerranée parce que la mer Méditerranée est en train de monter pareil que les océans parce que tout est en connexion de toute façon. On est déjà, par exemple, le marais grave de Marseille, c'est 17 cm en plus qu'au début du XXe siècle. Hein. Enfin, depuis le début du marais grave, c'est fait 17 cm et globalement, on est à entre 15 et 18 de toute façon, donc on est dans la fourchette. Okay. C'est sûr localement, il y a des endroits là où il fait plus chaud, il y a une plus grande expansion du liquide, et donc ça monte un peu plus, mais c'est quand même, c'est pas le plus important. Et si on a un réchauffement de 1,5 degré, on est à peu près, il faut rajouter à peu près 25 cm. Et pour 2 degrés, on ajoute encore 10 cm de plus. Quoi. Et si on laisse filer la température, business as usual, comme on dit, on arrive à 70 cm. Et dans le dernier rapport sur les océans et la cryosphère, là, il parle même d'un mètre, même à plus qu'un mètre. En comptant les synergies. Et quel impact concret ça a si on arrive au pire des scénarios à peu près 1 mètre? Par exemple, la Camargue, elle est complètement submergée. Alors, il faut comprendre que 1 mètre, c'est pas, même s'il y a des zones qui ne sont pas submergées en permanence, dès qu'il y a une tempête, elles sont submergées. Et ça, en gros, la tempête qui est centennale actuellement, donc avec un niveau tel qu'on a ça une fois tous les 100 ans, avec une augmentation du niveau de la mer de 25 cm, eh bien on l'aura tous les ans, quoi. Hein, c'est juste la fréquence qui sera plus... Donc si c'est tous les ans, ça veut dire que tout sera inondé. Ouais. Et de ces conclusions des scientifiques qui ne cessent d'alarmer sur les impacts du réchauffement climatique et du changement climatique, on a d'un côté nos gouvernements, Emmanuel Macron, qui veulent faire leur planète great again, mais qui en réalité ignorent ces cris d'alarme et continuent. Vous savez, en anglais, on dit vraiment business as usual, quoi. On change rien, on continue ce modèle économique qui continue à détruire littéralement la planète. Et puis de l'autre, il y a des gens qui concrètement se bougent pour construire une alternative écologique, pour essayer de préserver la planète, pour se battre pour simplement les générations futures. Si tu la tires fort daqui, e io la tires fort d'allà, segui che tomba, 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 se ne podrem desciugar. T'as vu ça? Il a été fait pour nous. Oh là là, puis alors les belles couleurs. Presque les couleurs de la paix, n'est-ce pas? Fais gaffe, tu vas te faire arrêter. Parce qu'il y a, on attend, voilà. On attend qu'il passe, on le met. Merci. Merci de toi, merci. Ouais, allez. Non. Il est beau ce canapé, dis donc. Écoute, mais t'as vu ça? Il a été fait pour nous. Oh là là, puis alors les belles couleurs. Presque les couleurs de la paix, n'est-ce pas? Fais gaffe, tu vas te faire arrêter. J'espère que tu as bien répondu à Macron sur le fait de la sagesse. Ouais, de la sagesse. Oui, enfin, c'est quoi la sagesse pour toi?
La sagesse, c'est d'écouter le peuple, qu'il n'écoute pas lui. Voilà, la sagesse, c'est ma réponse. Mais tu n'avais pas vu ma lettre Si, je l'avais vu, jaune. Ouais, je l'avais voilà. vu. Après, et du coup, tu as eu, depuis que ton accident, des relations, des discussions avec les forces policières et... Oui. Je sais pas, pas forcément des explications, alors, mais... j'aurais envoyé une lettre, tu as lu la lettre ouverte que j'ai faite. Voilà, mais tu as eu des échanges, soit une réponse écrite ou des échanges en direct avec eux? Alors, j'ai eu un échange en direct lors du contre-sommet à Bayonne. J'ai le contre-sommet du G7 à Hendaye, mais là j'étais invitée par France Bleu Bayonne pendant 1 heure avec l'adjoint à la sécurité du maire d'Hendaye, qui était socialiste mais qui n'était pas trop mal pour une fois. Juste un truc que j'ai remis en place une fois, mais il a dit que j'avais raison quand il a dit les services publics ça rapporte rien. Alors je dis écoutez monsieur, je m'excuse, mais les services publics ça rapporte rien financièrement, mais ça rapporte au niveau société, maillage des territoires. Voilà. Alors il m'a dit vous avez raison madame, mais vraiment bien le type, vraiment bien. Parce que même les policiers qui étaient présents sur place le jour de ton accident, même eux, t'as jamais eu de contact direct avec eux par la suite? Mais non, mais même avant. Il faut savoir qu'ils m'ont matraqué par derrière. Je n'ai absolument Toi, tu les as jamais vus? Non, tu serais incapable de les reconnaître? De toute façon, ils étaient casqués. Mais ils étaient casqués, ils étaient en état de guerre. Ouais. Il y a un monsieur, devant le commissariat dimanche, il y a un monsieur qui s'appelle Tristan Brise, qui a écrit tout de suite au défenseur des droits. Il était là, il m'a encore raconté dimanche, il est resté 3 mois, il ne pouvait même plus parler. Il m'a dit, il faut que vous entendiez, Geneviève, que c'était comme si c'était la guerre, alors qu'il se passait... Enfin, moi, avant qu'il me massacre, il ne se passait rien. Il n'y avait absolument rien. Mais tu sais quoi, la première semaine, ils n'ont pas pu venir me voir. Hein. Mais après, quand je suis passée en gérontologie, là, il est venu 20 personnes par jour. Donc, j'ai vu défiler toute ma vie, là. Et encore, il y en a qui ne sont pas venus. Donc, il y a une copine, il a fallu qu'elle mette un agenda en place pour pas qu'ils viennent tous en même temps, tu vois. Enfin, bon. Et là... Moi, j'étais sur mon lit, j'étais euphorique, morphine, cortisone, tu vois. Moi, et les gens, mais ils pleuraient pas, mais ils étaient dans un état de souffrance. Mais je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont? Je comprenais pas, mais à force de les entendre... Mais à ce moment-là, tu avais réalisé ce qui s'était passé ou pas forcément? Non, parce que j'ai vu les vidéos, je les ai vues qu'au mois de mai quand je suis rentrée chez moi. Et encore, je les ai pas vues avant le mois de juin. Tout le monde me racontait... Mais pas les vidéos, ils m'ont raconté ce qu'ils avaient vécu, ils étaient tous là. Ils m'ont dit, mais c'est un truc de dingue. Et tu sais, dans le rapport du capitaine de gendarmerie, ce qui était intéressant, le fameux rapport qu'ils ont caché pendant 3 mois, ce qui était intéressant, c'est qu'il raconte, il dit, non seulement c'était disproportionné parce que c'était calme, il ne se passait absolument rien, mais il dit, nous avons des directives que j'ai suivies. Ces directives, elles disent quoi? Si il y a, comment dire... si les manifestants sont calmes, il n'y a pas à s'avancer, en tant que gendarme ou policier, il n'y a pas à s'avancer. Nous devons avoir les matraques dans les fourreaux, nous devons avoir les boucliers à terre, mais là, ils étaient tous en position de guerre, mais un truc de dingue. Mais tu sais, moi ce que je retiendrai toujours, c'est les gens qui sont venus me voir les 15 premiers jours dans l'état où ils étaient. Dans l'état où ils étaient. Et ce monsieur Brise que j'ai vu, qui a écrit tout de suite au défenseur des droits, il m'a dit pendant 3 mois, il avait tout occulté. Et au bout de 3 mois, c'est revenu. Heureusement qu'il a fait la déclaration tout de suite auprès de défenseurs, mais aussi auprès de mon avocate d'ici. Et... mais j'ai vu, il était mal cet homme, il est toujours mal, entre parenthèses, il est toujours mal. C'est le témoin le plus direct mais c'est un des plus directs, il m'a dit qu'il n'était pas loin. Puis à un moment donné, il me dit, je vous interdis de parler des violences policières. On est en direct, hein, des violences policières et des balles policières. J'ai dit, comment? Alors là, je me suis énervée. J'ai dit, Zineb Redouane, Steve, moi, qu'est-ce que c'est? Tous ceux qui ont perdu un œil, qui ont perdu c'est pas des violences policières, ça? Alors il me dit, oui, mais je vais le dire, ça. Enfin, je sais pas, on verra après. Oui, mais les gilets jaunes, ils sont violents. J'ai dit, la première violence, monsieur, c'est quand on ne peut pas se loger, quand on ne peut pas se nourrir. Hein, et après, j'ai essayé de la mener. Non, c'était avant. J'avais essayé de la mener sur le terrain de travailleur à travailleur, tu vois. Je lui dis, mais vous êtes un travailleur, vous avez des mauvaises conditions de travail, vous êtes mal payé, vous n'avez pas vos repos, vous voyez pas votre famille, tout ça. J'ai essayé de l'amener là-dessus, mais monsieur m'a fait comprendre qu'ils étaient au-dessus, eux.
Ils sont dessus. Alors c'est vrai qu'ils ont un travail spécifique, mais ce sont quand même des travailleurs, tu vois. Mais il n'a pas voulu l'entendre. Il était... Et tu sais ce qu'il me fait à la fin? Il se lève et puis il me regarde dans mon argot et puis il me dit maintenant, je vais rejoindre les copains de Alliance pour faire un barbecue. Alliance, extrême droite. Alors j'ai dit, mais vous allez avec l'extrême droite? J'ai fait la con. Il me dit oui. Non, il ne m'a pas répondu. Fait comme ça. La force de conviction de Geneviève, malgré tout ce qui a pu lui arriver, est une vraie source d'inspiration pour nous. Elle m'a fait rire en disant que c'était une forme d'échange générationnel, mais j'espère que Geneviève va garder la même fougue, la même fraîcheur et même la même naïveté, parce qu'elle m'a dit moi je suis naïve, je croyais que la police était fait pour courir après les voleurs plutôt que de courir après ceux qui se mobilisent. Donc merci pour la force de tes convictions, Geneviève, et au plaisir de te recroiser, parce que des dames passage comme toi, eh ben, on en veut encore beaucoup d'autres. Si tu la tires fort d'aqui e io la tires fort d'allà, segui che tomba, 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 se ne imporem del ciudad. Pa men fa prunde tara, che se scarugna l'imar, dès que la forza m'oblida, torna a me dire ton corps, es ben segur che scurrida, pas même si c'est pesata, dès que la forza m'oblida, torna a me dire ton corps, se ti vento ti va a tombar, gaire de tempo pas dura, segui che tomba, 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 ben criada es déjà. Puis elle met de la lave comme ça derrière. Bon, mais ça tient pas. Mais elle est où ça? À chacun sa roue. Attention, attention. Dernière étape de notre périple dans les Alpes-Maritimes, on est allé à la frontière avec l'Italie, à Menton, où là ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. On avait pour objectif de visiter la police aux frontières, à la frontière italienne, entre la France et l'Italie, où sont enfermés chaque jour des dizaines et des dizaines de migrants. Et normalement, en vertu de la loi, les députés français et européens sont autorisés à visiter l'ensemble des lieux de privation de liberté. J'ai mis un pied dans le lieu de la police, l'accueil de la police aux frontières. Tout de suite, ça a été assez tendu et en fait, on m'a refusé la possibilité de visiter ce lieu d'enfermement. Chef de service. Bonjour, bonjour monsieur, enchanté. Manon Aubry, oui. Députée européenne. Enchanté. Et par ailleurs, je suis de la région. D'accord. Et je voulais visiter ouais. les lieux si c'était possible. Ouais, donc là, voilà. Je vous suis. Ouais. Alors, vous ne visiterez pas tous les lieux parce que vous savez que l'espace de mise à l'abri, donc dans lequel sont les personnes en attente, il faut une autorisation de la DCPAF, que je n'ai pas encore, et du préfet de département. Sous l'argument que ce n'est pas un lieu de privation de liberté. Et là, c'est suivi une longue conversation avec le responsable de police de ce lieu de la police aux frontières. Moi, si je m'en tiens à la loi... Oui, les locaux de garde à vue. Ouais, mais vous dites les locaux de garde à vue, donc c'est pas un local de garde à vue, c'est pas un centre de détention, c'est pas une zone d'attente, donc vous êtes une zone de non-droit, donc c'est rien. C'est un espace de mise à l'abri, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais, mais je ne suis pas autorisé à pouvoir visiter. Bah, concrètement, il y a des gens qui attendent. Oui, mais si vous voulez, moi j'ai mes instructions de Paris et du préfet.
je ne peux pas faire pour l'instant. Sauf s'ils me donnent les instructions contraires. Donc là, je les ai appelés. J'attends maintenant qu'ils prennent leur décision. Ok, mais je pense que ça ne respecte pas l'article 719. Ça, c'est... Ouais. Donc, je vais juste vous faire visiter les locaux de police. Il n'y a aucun souci. Oui, mais c'est pas ça qui m'intéresse, vous me doutez bien. Bon. Parce que je vois, par exemple, là, il y a une zone fermée, oui. Les AGICO. Oui. Donc ça... Voilà, c'est mon état-major. Ok. Oui, allô? Ouais. Après avoir insisté, je lui dis mais je comprends pas, qu'est-ce qu'aujourd'hui m'interdit à partir du moment où la loi prévoit qu'en tant que député et qu'en tant qu'élu de la République, je puisse visiter ces lieux de privation de liberté, ce d'autant plus qu'on est censé les réguler. Donc comment un élu de la République qui doit faire une loi sur les espaces de privation de liberté sans savoir ce qui se passe dedans, comment il peut agir? Nous qui réfléchissons à l'organisation des frontières au niveau européen, et par ailleurs des difficultés entre la frontière française et la frontière italienne, parce que je sais que ce n'est pas les mêmes règles, etc., comment on traite aujourd'hui des personnes migrantes qui passent d'un pays à un autre. Ce qu'il faudrait, c'est que les Italiens les reprennent immédiatement, il n'y aura plus aucun souci. Pour vous, ce serait ça la solution? Oui, pourquoi les Italiens ne les reprennent pas? Et vous ne pensez pas que ça créerait de toute façon des allers-retours continus entre... Il faut que ces personnes régularisent. Soit elles régularisent en Italie, soit elles régularisent en France, enfin partout en Europe. Et une fois que ce sera régularisé. Mais voilà, nous en fait, on est confrontés à ce problème-là, c'est que les Italiens nous disent nous on ne les reprend plus à partir de telle heure. Voilà. Et au bout d'une longue discussion avec lui, j'ai découvert qu'en fait, il y avait de nouvelles consignes internes, une note interne qui datait du 2 mai, dont aucune association n'avait jamais entendu parler, qui donnait des consignes spécifiques pour la police aux frontières de Menton, en plus de Menton spécifiquement, qui considère cette zone comme une zone de mise à l'abri et non pas comme une zone de privation de liberté. Est-ce que je peux vous demander le document que vous m'indiquiez sur vos consignes en interne? Je peux vous le montrer si vous voulez. Ouais, je veux. Mais je ne peux pas vous le donner. Non, je peux en prendre une photo éventuellement? Non. Ok. Non, mais on peut prendre une sans. Je peux au moins recopier juste la partie... Donc ça, c'est le droit de visite des parlementaires dans les services de la PAF. Du coup, vous avez un document spécifique et que vous n'aviez pas avant, en fait, qui date du 2 mai 2019. Donc il y a un document qui est récent. Vous savez pourquoi il a été fait? Parce qu'il y a eu trop de demandes de parlementaires Ouais, vous savez pas. Ok. Et donc, visite des locaux de garde à vue. Seuls les parlementaires sont autorisés à visiter les locaux de garde à vue. Ils ne peuvent pas être accompagnés. Ok. Il est souhaitable que le parquet soit avisé. Ok. Donc, visite dans les CRA, visite dans les zones d'attente, visite des locaux où sont placés et retenus en RTVS, les locaux de non-admission, locaux de mise à l'abri, cas particulier la PAF Menton et Montgenèvre. Ça veut dire qu'il y a un cas particulier, vous savez pourquoi spécifiquement? Parce que des postes aux frontières, il y en a plein en France. Oui, mais je pense, alors peut-être que c'est des difficultés... Je pense que c'est dû à cette particularité de Menton et peut-être de Montgenèvre, de devoir protéger ces personnes, de les garder un certain temps en attendant que les autorités italiennes. La question peut se poser en Espagne. Peut-être, mais je crois que les Espagnols les reprennent systématiquement. Okay. En fait, il n'y a pas de blocage de la part du pays du côté de la frontière. Ok. Donc pour les PPA routiers, c'est quoi PPA? Donc, PPA, c'est les points de passage autoroutier. Okay. Donc nous, c'est la turbie en fait. Donc pour les PPA routiers, il n'y a pas de possibilité de création d'une zone d'attente. En période de RCFI, après la non-admission, la personne est réacheminée de l'autre côté de la frontière. Cependant, il se peut que le réacheminement soit retardé, tout particulièrement lorsque les conditions climatiques sont mauvaises. D'où l'utilisation de locaux de mise à l'abri permettant de préserver la sécurité des migrants. Donc, en fait, la raison pour laquelle ces personnes sont mises à l'abri, c'est uniquement en cas de conditions climatiques mauvaises. Parce que là, aujourd'hui, il fait un peu gris, mais les conditions climatiques ne sont pas si mauvaises. Il n'y a pas de raison de les retenir. Mauvaises, mais il y a le fait que les Italiens ne les reprennent pas. C'est pas ce qui est indiqué là dans le document. Ce qui, par mise à l'abri, vous entendez mise à l'abri, protection de conditions climatiques mauvaises. Aujourd'hui, le cas de la PAF ici à Menton ne retient pas les migrants en vertu de la protection de conditions climatiques mauvaises. Il les arrête pour d'autres raisons, mais il ne les protège pas de conditions climatiques mauvaises. Ces locaux sont des zones de mise à l'abri validées par la jurisprudence. Il ne s'agit ni de locaux de garde à vue ou utilisés par la RVDS, ni de CRA, LRA ou ZA. Ces locaux n'entrent donc dans aucun cadre juridique de droit de visite des parlementaires. Donc vous reconnaissez qu'il y a une espèce de zone de non-droit et qu'il y a un vide juridique
Je fais une interprétation du document. Voilà. Ceux-ci doivent donc formaliser une demande préalable auprès de la DCPAF et de la préfecture concernée s'ils sollicitent une visite. Cette demande fera l'objet d'une double validation. La visite d'un tel local n'entraîne pas de plein droit la visite de l'ensemble des locaux de police. Ok, très bien. Et en lisant le document, c'était incroyable parce que c'est notamment de zones de mise à l'abri face aux conditions météorologiques. Et donc là, tu as envie de te dire, ok, c'est pour protéger les migrants, mais bon, ça va, la météo, elle est pas trop mauvaise, pourquoi vous ne les laissez pas sortir? Donc c'est clairement un dévoiement de la loi parce que en réalité, en même temps que je discutais avec ce commandant de police et après on est sorti dans cet espace où sont confinés les migrants, il faut l'imaginer, ce sont des AGECO, donc des espèces de box de chantier absolument précaires. Ils sont des dizaines d'entre eux là-dedans. Et quand j'ai posé la question aux responsables de la police, comment ça se passe à l'intérieur, combien de temps ils sont gardés, et on dit qu'ils étaient très bien traités, qu'ils avaient accès à boire, à manger, qu'ils restaient en moyenne que 2 heures. C'est exactement ce qu'il dit, c'est un espace de mise à l'abri, c'est pour que ces personnes ne soient pas remises dans la rue, laissées à la difficulté de la rue, et c'est pour ça qu'on les garde et qu'on les nourrit et qu'on attend que les Italiens veuillent bien les reprendre. Vous les nourrissez systématiquement? Systématiquement, oui. Ils ont une salade, ils ont des biscuits et une bouteille d'eau. Et donc comment ça se passe quand ils arrivent ici? Comment se passe la procédure? Ils sont interpellés à la gare de Garavan par les forces mobiles. Ils n'ont pas de documents. Ils sont amenés ici donc, au SPAFT. Et c'est un fonctionnaire donc, du grade de brigadier qui décide de la non-admission ou pas après avoir étudié les documents. Voilà. Et donc si il n'a pas de documents l'autorisant à rentrer, Combien dure la procédure d'examen? Ça peut durer entre un quart d'heure et 20 minutes. Et donc c'est qui est-ce qui vérifie les documents? Eh ben c'est nous, la police. Ok. Ouais. Et après vous leur donnez un droit de sortie Après on leur explique que n'ayant pas les documents pour rentrer en France, on les renvoie aux autorités italiennes ou alors on les laisse rentrer. Et donc ils redescendent sur Menton. D'accord. Et ce sera possible de voir des refus d'entrée? Si pendant que vous êtes là, il y a un refus d'entrée, il n'y a pas de souci, bien sûr. Ouais. J'imagine il y avait des bagages à l'extérieur, donc j'imagine qu'il y a des personnes à l'intérieur, donc des potentiels refus d'entrée. Ouais. Là, il y a combien de personnes à l'intérieur, vous savez? Alors, je n'ai pas regardé quand je suis allé vous voir, mais je pense qu'il y a une 50aine de personnes, non? Ok. Je l'ai écouté, évidemment, me présenter tout ça, en regrettant de ne pas pouvoir visiter le lieu. Et puis après, on est allé quelques mètres plus haut, à un point d'accueil d'une association et de bénévoles qui donnent à manger, à boire aux migrants et qui les recueillent souvent à la sortie de la police aux frontières françaises. Et les témoignages qu'on a recueillis étaient à 1000 lieues de ce qu'a décrit le responsable de police. On a des migrants qui ont témoigné, alors déjà tous quasiment avaient passé la nuit là-bas, donc c'est beaucoup plus que les 2 heures en moyenne et les 4-5 heures maximum qu'ils nous avaient indiquées. Ils décrivaient des conditions complètement déplorables en matière d'hygiène, un lieu qui n'est pas du tout nettoyé, où ils sont entassés, des toilettes impraticables, la plupart d'entre eux n'avaient pas eu de bouteille d'eau, et c'était... Et pour eux, ils disaient, la plupart, je discutais notamment avec un gars qui s'appelle Kamel, qui a passé plus de 2 mois à parcourir. Il est parti de l'Algérie, puis il a fait tout le pourtour méditerranéen en passant par la Turquie, la Bosnie, la Slovénie, etc. Et il disait, de mon périple, en plus de 2 mois, alors que je viens juste de l'autre côté de la Méditerranée, en fait... C'était un des épisodes les plus difficiles que j'ai eu à vivre cette nuit dans la police aux frontières à Menton. Donc, quand on entend ce genre de témoignage et qu'on se dit qu'on n'est pas autorisé à jouer notre rôle et à faire notre travail de contrôle de ces lieux de privation de liberté où sont enfermés des migrants, et qu'on ne peut pas défendre décemment les droits de ces gens-là, en fait, ça fout vraiment en colère. Je vous avoue que j'avais pas imaginé la manière dont ça se passerait. Et c'est clair que tous les témoignages que j'ai pu recueillir, on a aussi croisé un Camerounais qui s'appelle Christian, qui lui a des papiers en règle en Italie, qui est étudiant en Italie et dont son entrée a été refusée à la frontière française
alors qu'il a des papiers européens. C'est quoi l'espace Schengen? C'est quoi la liberté de circulation dans l'Union européenne? En fonction de ta couleur de peau, tu appliques la liberté de circulation de manière différente. C'est ça votre vision de l'Union européenne? Et en fait, c'est l'application vraiment, et c'est donner un visage humain à cette Union européenne qui est devenue une forteresse où meurent à nos pieds des dizaines et des dizaines de gens qui sont des êtres humains, qui ont 2 bras, 2 jambes, comme vous, comme moi, comme nous tous. Et ce que je retiens de cet épisode-là, c'est à la fois l'injustice et le traitement inique qui est fait aux migrants, et de l'autre, la force de la solidarité, de la dignité, de l'humanité, des militants associatifs qu'on a rencontrés en très grand nombre sur place. Martine, l'infatigable militante d'Amnesty International, qui depuis des années entières fait des missions d'observation à la frontière italienne. On est allé avec elle voir à la gare de Menton où ça a arrêté la plupart des migrants. Vous avez les CRS qui se jettent dans le train, chaque train s'arrête et qui fouillent tous les recoins du train, qui vont demander les cartes d'identité à toutes les personnes de couleur, qui vont fouiller même les placards électriques et voilà. Et Martine, ça fait des années qu'elle rapporte ça, qu'elle travaille là-dessus. On a rencontré aussi Mireille, l'avocate qui défend et qui donne des droits aux sans-droits et qui défend les migrants et les militants associatifs. On a rencontré aussi Agnès qui coordonne le travail des associations sur place. On a rencontré Adèle qui tient ce lieu de petit déjeuner pour les migrants qui sortent de la police aux frontières. On a rencontré Joël, Patricia, tous les militants de la vallée de la Roya, qui sont des gens extraordinaires parce que c'est des gens qui prennent sur eux et qui depuis des années accueillent des migrants, quitte à enfreindre la loi quand c'est nécessaire, et parfois c'est nécessaire d'enfreindre la loi parce qu'il en va de la dignité humaine et il n'y a pas de délit de solidarité. La solidarité devrait être élevée comme un principe supérieur et je crois qu'ils y font honneur, comme Delia aussi qu'on a rencontré qui tient ce bar de l'autre côté de la frontière à Vintimille. C'était d'ailleurs la première étape dans un autre pays européen de notre tour. Et Delia, elle ouvre les portes de son bar à tous les migrants et elle en paye d'ailleurs le prix fort puisque de moins en moins de gens fréquentent son bar, mais elle fait le choix quand même de laisser les portes grandes ouvertes à tous ceux qui souffrent. Et elle avait tant d'histoires à raconter, Delia, sur tous les drames vécus et racontés par les migrants qui passent par son lieu. Tout ça. Tout ça a été chargé d'émotions, comme vous pouvez l'imaginer, mais en même temps, je suis, je crois, plus que jamais pleine d'espoir et de reconnaissance envers tous ces militants qui, au quotidien, portent la solidarité et lui donnent ses lettres de noblesse. Si se non avesses l'estaco, che io siamo tutti legati, se potrem passare despaire, jamais potrem camminare, si tirem tutti va tomba, gaire de tempo o pas dura, segui che tomba, 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 ben clignada es de già, si tu la tires fuori da qui, e io la tires fuori da là, segui che tomba, 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 se ne podrem desciurare. Pas même fa punde tara, che se scarugna l'imar, dès que la forza m'oblida, tourne a me dire ton corps, es ben segur qu'es pourrida, pas même si c'est pesata, dès que la forza m'oblida, tourne a me dire ton corps, si tirem tutti va tomba, gaire de tempo pas dura, segui che tomba, 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 ben crignada es de già. Si tu la tires fuori da qui, e io la tires fuori da là,
Segui che tomba, 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 se ne problème de suivant. Si c'est le vieil arabe pleurait, et m'arrivait l'importé, qui sont puntés sans calendrier, io sono suletto pourtant. E quand passent d'autres drôles, levi le coup per cantar. Le dernier corps vient si c'est, le dernier che m'enseignait, c'était lento, ti va a tombar, gagne de tempo, pas dura, segui che tomba, 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 ben clignada es de già. Si tu la tires fuori da qui e io la tires fuori da là, segui che tomba, 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 se ne può più. La 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 segui che tomba, 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 se ne può prendere.